d'Agora Tekoubi. Le complexe sportif même qui se trouve face, juste à côté de Santiago Maria, est devenu un coin où on fait du élevage de moutons. Ah bon? Il n'y a pas d'Agora. C'est sur la question d'Agora que le maire a voulu, comment dire, de façon bricolée. Okay. C'est sur ce terrain qu'il y a le litige foncier avec la chefferie de Bignanti. Okay. Donc, c'est pas maintenant, c'est maintenant, à la porte des élections, qu'on ne parle de construire l'Agora. À tout le monde n'a jamais d'Agora. Il n'y a pas de centre pour les jeunes. Il n'y a rien à Tekoubi. Les jeunes sont obligés de sortir à la Yopougon, à Djamé. Bonjour à tous, bienvenue à notre deuxième édition, le rendez-vous des champions. Et aujourd'hui, nous sommes dans le domicile de M. Landry Kouadio Toulet, candidat déclaré aux élections législatives 2025, notamment dans la commune d'Atekoubé, dans le district autonome d'Abidjan. Alors, c'est un jeune plein d'espoir, plein d'ambition, plein d'avenir, qui a donné de son temps pour la commune d'Atekoubé, et aujourd'hui, en tant que jeune, qui rêve d'être au Parlement, qui rêve d'être à l'hémicycle avec sa collègue, qui ont tous deux un rêve à bâtir. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de son programme. Qu'est-ce qu'il propose pour la commune d'Atekoubé? Quelle est la différence qu'il va apporter en tant que député, en tant que jeune député surtout, pas l'oublier. Alors, on démarre maintenant, restez connectés, car nous allons aborder beaucoup de sujets qui sont quand même d'actualité, d'importance pour la société. Allez, bonjour monsieur Kouadio. Bonjour monsieur Ivan. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Ça va bien? Oui, ça va. D'accord. Alors, nous attendons, hein. Ils attendent qu'on décortique votre programme. Exact. Qui est quand même chambouillant, qui est quand même d'actualité. C'est important qu'on voit les jeunes qui s'engagent en politique. C'est une fierté pour nous, en tant que jeunes aussi. Et on espère devenir comme vous à l'avenir. Nous, on vous suit. Alors, parlons de votre programme au niveau d'Atekoubé. Bon, vous êtes deux. Je vais commencer d'abord avec les dames. Comme en Afrique, on dit les dames d'abord. On ne peut pas rendre une certaine caricature. Alors, madame, parlons de vous, parlez un peu de votre parcours. Présentez-nous un peu, c'est quoi votre nom, votre prénom, vous faites quoi dans la vie et pourquoi vous voulez être député. Ok, merci monsieur. Votre nom, d'abord, il faut dire. Merci monsieur. Je suis Célestine Gassi et je suis fille d'Atekoubé. Pourquoi je souhaite me présenter aux législatives 2025? Je dirais que tout d'abord, étant jeune, plus jeune que ça, en deuxième année en communication, un condisciple à moi qui m'a invité à intégrer le mouvement GFPI, le parti du président Afin Guesson. Et par la suite, il a quitté le groupe. C'est comme ça que moi aussi, j'ai ensuite aussi quitté le groupe. Et 2 ans après, et un an après, en 2016, j'étais à la basilique Félix Faubert pour une visite. Et c'est comme ça le guide touristique m'a dit que je serais une femme politique. Et en 2017, également, mon père spirituel aussi dit ça, que je serais une femme politique. Et c'est comme ça que... Donc en gros, c'est par les révélations que vous avez su que vous êtes appelé à faire de la politique. Voilà. Est-ce que vous-même, vous avez la conviction d'une femme politique? Parce qu'on va se baser sur la révélation aussi. Oui, il ne faudrait pas se baser sur la révélation. Bon, à vrai dire, la politique n'était pas une chose pour moi. Je ne voyais pas trop la politique dans mon parcours. Mais comme on le dit, ce que Dieu dit, c'est ce qui arrive. Donc, vu aussi ma commune aussi, vu les réalités de ma commune, j'ai dit pourquoi pas. Et c'est comme ça que je me suis poussée. Parce qu'en hémicycle, il n'y a même pas assez de femmes. Justement, donc avec la nouvelle génération, c'est sûr que l'hémicycle va trembler. Par la suite aussi, je dirais que j'ai fait une formation cette année, tout au long de cette année, au CNDH.
au comité national, si c'est, je ne me trompe pas, le comité national du droit de l'homme en tant que femme politique. Ok, d'accord. Donc c'est vrai, il y a une révélation, mais aussi il faut mettre des atouts aussi pour pouvoir accompagner. Donc des atouts pour pouvoir accompagner l'engagement, l'ambition politique. Ok, c'est compris. Donc chers internautes, vous avez compris, voici un peu son ambition, comment est-ce qu'elle perçoit la politique. On espère qu'avec l'audace, la stratégie, vous pourrez atteindre l'hémicycle le soir du 7 décembre. D'accord. On va commencer aussi avec M. Landry Quadio, le numéro 1, je crois, le numéro 1. Et c'est elle, c'est la suppléante. Non, pas la suppléante. Ah, ok. Numéro 2 sur la liste, parce qu'il y a 2 sièges. Il y a 2 sièges, ah, ok, super. Donc vous avez aussi des suppléants? Oui, nous avons tous des suppléants. Ok, super. Pas de souci. D'accord. Alors, M. Landry, revenons à vous. Parlez-nous un peu de votre parcours, c'est quoi l'ambition? Pourquoi vous avez décidé de faire de la politique? D'accord, avant de commencer, j'aimerais te dire merci. Merci d'avoir accepté de venir dans mon domicile pour cette émission. C'est encourageant en tant que jeune de voir que nous avons aussi des jeunes qui encouragent l'initiative des jeunes. Je suis Landry Quadio Kofi. Le nom Toulé, c'est un surnom qui m'a été donné par ma grand-mère. Donc, généralement, m'appelle Quadio Toulé. Et à Tekoubé, généralement, m'appelle Quadio. Et d'autres ajoutent Toulé dessus. Voilà. Donc, Toulé n'est pas sur l'extrait? Toulé n'est pas sur l'extrait. Toulé, c'est le nom reconnu par tous. C'est le nom de combattant. Voilà, en quelque sorte. D'accord, d'abord, je suis ingénieur logistique, titulaire d'un master en logistique et management de la supply chain. J'ai plusieurs certificats en gestion des projets, une licence en informatique, un peu partout. Voilà. Et actuellement, je suis responsable des opérations logistiques d'une société de grande distribution dans le port autonome d'Abidjan. Ça fait ma 10e année que je suis dans le port. J'ai commencé très jeune. Ouais, à 21 ans déjà, j'ai commencé à la direction générale du port. Voilà, donc ça me fait bientôt la 10e année. Voilà, que je suis là. Donc voilà. Pour moi, la politique, elle est innée. Voilà, parce que comme je l'ai dit, la première acte politique a commencé en 2001. Pendant même les élections législatives, dans mon petit village à Sakassou, précisément à Sokobo, où la candidate Christine Conan venait de faire son entrée. Et lorsque j'ai vu les 2 doigts, ça m'a vraiment marqué. Et comme je l'ai dit, je suis un homme de la gauche, tout le monde le sait. Et au niveau de la politique, j'ai milité dans le sous-mouvement des partis politiques et sympathisants de la gauche. Voilà, et je suis auditeur de la 5e promotion de l'Institut de formation politique. Oui. Voilà, j'ai été directeur de campagne d'une des candidates. Voilà, malheureusement, nous avons cédé notre place à l'autre candidat pour faire une coalition afin de pouvoir remporter les élections. Je suis à Tekoubé depuis 2002. Après la guerre de 2002, j'ai été déplacé de Boaké à Abidjan et j'ai atterri automatiquement à Tekoubé. Et depuis 2002, je réside à Tekoubé. Je n'ai jamais quitté Tekoubé, c'est toujours à Tekoubé. Pour moi, et à Tekoubé, il y a une relation particulière. Et après avoir vécu pendant toutes ces années à Tekoubé, j'ai vu les maux de la société qui minent nos sociétés et les défis auxquels la jeunesse. On va en venir. Voilà, donc ça me ressorte. L'émission, on va en venir. Voilà. D'accord, merci. Merci pour les présentations. Je pense qu'on va continuer. Alors, parlons d'Atekoubé maintenant. Parlons du programme. Parce que c'est ça que les étudiants attendent. Vous avez dit que vous êtes candidat déclaré aux élections législatives en tant que jeune député. Ce n'est pas tout le monde qui devient député. C'est avec la vision et le programme. Qu'est-ce que vous proposez concrètement à la jeunesse et vraiment à la commune d'Atekoubé? Je vais commencer d'abord avec votre vision. C'est quoi votre vision pour Atekoubé? Je vais commencer avec la dame. C'est quoi votre vision pour Atekoubé? Pour moi, ma vision elle est toute simple. C'est de changer l'image d'Atekoubé. Vous pensez que Atekoubé n'a pas une bonne image? Bon, à vrai dire, Atekoubé n'a pas une bonne image, franchement. Donc, c'est de changer l'image d'Atekoubé en rendant cette image-là positive. En rendant cette image-là que Atekoubé soit bien vu aux yeux de tous.
Parce que quand je parle de changer l'image d'Atekoubé, il y a l'insécurité, le problème de l'insécurité, il y a le problème du chômage qui prône dans la communauté. Il y a aussi comment on appelle ça même? Les quartiers sont insalubres. Il y a l'insalubrité, il y a l'insécurité. Bon, pendant un bon moment, bon, Atekoubé, vu le phénomène des microbes, Atekoubé était pointé du doigt. Bon, les microbes, ça va, non? C'est passé là? Oui, mais ça va, mais maintenant, bon, c'est resté un peu. Quand les jeunes sortent, quand ils disent qu'ils viennent d'Atekoubé, du coup, ils sont mal vus parce que il y avait ce phénomène-là qui existait. Bien vrai que ça va maintenant, mais il faut que tout ça là, ça change. Et puis au niveau aussi de nos femmes aussi qui n'arrivent pas à trouver du travail aussi, et puis aussi qui l'entrepreneuriat au niveau des femmes aussi, il faut que cela puisse on puisse insérer les femmes dans l'entrepreneuriat. Donc c'est un peu ma vision pour ma commune. Donc en gros la vision c'est de rehausser l'image de la commune d'Atekoubé. Oui. D'accord. Monsieur Pajo, je pense qu'on va revenir avec vous. Je pense que c'est la même question. Hein. Exactement. Comme je l'ai dit, ça fait plusieurs années que je suis dans la commune et Atekoubé est confronté à des problèmes fonciers. Fonciers. Et depuis des années, ce problème n'est pas réglé. Il n'est pas réglé. Nos dévanciers qui sont à la tête de la commune n'ont pas réglé ce problème-là. Ah bon? Depuis des années. Il y a aussi l'insécurité. Mais pourquoi jusqu'à actuellement les gens n'arrivent pas à régler le problème? Qu'est-ce que le problème, c'est que ceux-mêmes qui sont à la base de ces problèmes-là, ce sont ceux qui sont à la tête. Voilà, il y a aussi l'employabilité des jeunes. Atekoubé, en termes d'employabilité, nous sommes l'avant-dernier, nous sommes 12e sur 13 communes. Les jeunes ne travaillent pas. 90% des jeunes ne travaillent pas. Les jeunes ne sont pas financés. À Atekoubé, nous avons deux rives. La rive gauche, qui est vraiment développée, surtout la mairie principale, et la rive droite, qui est vraiment délaissée. Lorsque tu quittes la rive gauche, puis la rive droite, tu as l'impression que tu quittes Paris pour venir. De l'autre côté, c'est le ministère municipal, je crois. Oui, c'est ça que vous parlez. Juste avant. Voilà, le côté à Bobodoumé. Ok, là-bas, c'est délaissé. C'est délaissé. Et nous sommes, moi j'ai eu la chance de vivre dans les deux rives. Mais écoutez, à vous entendre, on a l'impression que vous faites du populisme là. Parce que ça c'est le rôle du maire, je crois. Le député c'est lui qui propose les lois, c'est celui qui contrôle l'action gouvernementale, qui contrôle l'impôt. Mais vous voulez changer les choses. Non, mais changer les choses par de l'Assemblée nationale. Vous allez contrôler l'action du gouvernement. Il y a certaines actions que le gouvernement doit faire qu'il ne fait pas. Le ministre de la construction fait partie du gouvernement. Mais c'est par le ministre de la construction qu'on règle les problèmes fonciers. Donc on préfère s'attaquer directement à la personne. Sinon, nous sommes conscients que le député a pour rôle de voter les lois pour faire prévaloir les lois. Donc en étant à l'Assemblée nationale, vous allez pouvoir faire passer les lois pour que justement la population puisse se sentir à l'aise de le bonheur de la société. Exactement. Ok, c'est compris. D'accord, on va progresser. On va parler maintenant des jeunes. Surtout la question de l'employabilité. Parce que vous avez abordé le chômage. Je pense que c'est le sujet le plus vraiment important de ce podcast aujourd'hui. La question du chômage des jeunes. Parce que vous êtes jeunes également, vous voyez les réalités d'Atekoubé et vous voulez faire mieux que vos certains prédécesseurs qui sont passés là. Et je pense qu'avec vous, avec la frange d'âge aussi, le courage, les jeunes d'Atekoubé en regardant l'émission pourront vous écouter avec votre programme bien structuré. Alors je vais demander, je vais commencer avec vous l'entrée. Au niveau des jeunes, concrètement, qu'est-ce que vous proposez au niveau de l'employabilité? Quelles sont les solutions que vous pouvez mettre en place pour que les jeunes d'Atekoubé soient insérés dans le cursus socio-professionnel? D'accord, merci beaucoup Ivan. Et comme je l'ai dit, j'ai fait tout mon parcours scolaire à Atekoubé. Voilà, c'est d'Atekoubé que j'ai eu mon premier poste et j'y vis toujours. Je partage les difficultés au quotidien avec les jeunes. Les jeunes d'Atekoubé ne sont pas formés véritablement pour l'emploi, pour des moyens financiers qui font que certaines personnes arrêtent dans les classes primaires et secondaires. Ah bon? Nous n'avons pas de centre de formation de deuxième chance à Atekoubé. Il faudrait qu'il y ait un centre de deuxième chance dans la commune d'Atekoubé.
Nos jeunes font comment on dit, Ah, mais le maire n'a pas instauré ça. Le maire, il est à la tête de la commune, ça fait près de 30 ans. Parce qu'il a été d'abord conseiller municipal et à partir de 2001, il est maire. Mais il n'a pas pu le faire. En même temps, il est député. Et lorsque le ministre de la chargé de la jeunesse se trouve à l'Assemblée nationale, il faut que nos députés puissent poser le problème face au ministre pour qu'on puisse avoir des centres de formation de la jeunesse au niveau d'Atekoubé. Alors que nous n'en avons pas. Il y a tous ces problèmes-là. Il faudrait que la jeunesse puisse être au cœur même du développement d'Atekoubé. Comme on l'a dit en Côte d'Ivoire, la jeunesse fait 70%. Il faut préparer les jeunes à l'employabilité, il faut préparer les jeunes à l'entrepreneuriat. Mais si les jeunes ne sont pas financés, comment ils feront? Ils sont délaissés, tous ceux qu'on vient de l'insécurité. Quelqu'un qui ne travaille pas, qui n'a pas d'emploi. Tout ce qu'il a à faire, c'est comme on le dit dans nos jargons, des balous pour avoir ce qu'il peut faire. Mais attendez, est-ce que c'est pas au niveau de peut-être de la formation? Peut-être qu'il y a un manque d'adéquation dans la formation pour le domaine de l'employabilité. Parce que quand ils vont en entreprise, peut-être qu'on leur dit, ah, vous n'avez pas la formation requise, c'est pourquoi on ne vous embauche pas. Parce qu'à vous entendre, on a l'impression que automatiquement, ça veut dire qu'ils n'ont rien compris, ils n'ont pas de formation, il n'y a pas de centre, il n'y a quasiment rien à te couper. Mais c'est parce que tu es formé que tu vas en entreprise. Si tu es formé par exemple en RH, quand on t'envoie aller travailler en logistique, tu ne pourras pas faire. Mais quelqu'un qui n'a pas arrivé en troisième. Donc les investisseurs ne viennent pas à te couper. Ils ne viennent pas à te couper. Parce que, comme elle a dit, à te couper avant qu'on la commune d'Angers, personne ne voulait venir à te couper. C'est à partir de cette année, on a essayé de régler les choses avec la sensibilisation des jeunes. En 2019, nous avons fait une marche pour exprimer notre ras-le-bol. Pour que la jeunesse puisse prendre conscience, pour que nos autorités puissent mettre le moyens pour qu'on soit en sécurité. Avant, moi j'ai été victime en 2018 d'une agression, devant même le commissariat de rien n'a été fait. Donc, il faudrait qu'on puisse former nos jeunes à l'employabilité. Nos jeunes ne vont pas toujours rester dans les métiers de débrouillardise, comme on le dit. Ils ont besoin, ils sont vraiment intelligents, ils sont débrouillés, ils veulent apprendre. Il faudrait que nous puissions mettre des centres de formation à la disposition pour apprendre, pour pouvoir servir. Donc, il n'y a pas d'agora, il n'y a pas de point de sport, il y a quand même rien à Atekoubé. Il n'y a pas d'agora à Atekoubé. Le complexe sportif même qui se trouve face, juste à côté du Sentier Maria, est devenu un coin où on fait le élevage de moutons. Ah bon? Il n'y a pas d'agora. C'est sur la question d'agora que le maire a voulu, comment on dirait, de façon bricolée. Okay. C'est sur ce terrain qu'il y a le litige foncier avec la chefferie de Bignanti. Okay. Donc, c'est maintenant, à la porte des élections, qu'on ne parle de construire l'agora. À tout le monde, il n'y a jamais d'agora. Il n'y a pas de centre pour les jeunes. Il n'y a rien à Atekoubé. Les jeunes sont obligés de sortir à la Yopougon, à Djamé, à Bobo. On va se divestir. Parce qu'à Atekoubé, il n'y a rien. Donc, le plaisir pour moi n'est pas attractif. La commune n'est pas attractive. C'est un plaisir pour moi d'un jour de vous faire promener dans la commune pour que vous pouvez voir la réalité du terrain. Oh, oui, ça c'est. J'ai vu, ça fait bientôt 23 ans que je suis dans la commune. J'ai vécu sur la DE, je connais. Moi, la réalité du terrain. Je pense je vais continuer avec vous. Ok, ce que j'aimerais dire, c'est pour cela nous devons, voter la loi pour la promotion, pour l'emploi et l'autonomisation des jeunes dans notre commune pour pouvoir faire changer cela. Et quand je dis voter les lois pour la promotion, pour l'emploi des jeunes et l'autonomisation des jeunes, c'est de insérer nos jeunes dans la formation comme mon premier sur la liste l'a dit, insérer nos jeunes dans la formation et puis aussi dire aussi aux maires de pouvoir mettre un budget à la disposition de nos jeunes pour pouvoir entreprendre, comme certaines communes le font. Donc la mairie d'Atekoubé n'a pas de budget pour les jeunes. À vous entendre, j'ai l'impression que la mairie d'Atekoubé n'a pas de budget pour les jeunes. Vous savez, tu sais, Ivan, Atekoubé, il y a une partie de la jeunesse qui est manipulée par le maire. À la sorte du pouvoir. Ce sont les jeunes là qui bénéficient. Les jeunes sont plus insérés à la fonction publique via l'INGS parce que le maire a été ministre des Sports. C'est une question d'affinité. C'est une question d'affinité. Et ceux qui ne font pas de la politique, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils n'ont pas cette chance-là. Il faut d'abord militer dans un parti au pouvoir à Atekoubé
pour pouvoir bénéficier. Ils chaînent de façon quotidiennement avec les jeunes. Comme je l'ai dit, j'ai la chaîne de vivre dans les deux rives à Tékoubé. Côtoyer les jeunes, être au quotidien avec les jeunes pour pouvoir avoir toutes ces informations. Bon, Dieu merci, je ne suis pas passé par une autorité pour avoir ce que j'ai, c'est par la formation. Mais combien de jeunes arrivent à sortir la tête de la commune? À Tékoubé, nos jeunes, nous sommes obligés de s'allier aux petits métiers, alors que ce sont les gens intelligents que le diplôme. Mais est-ce qu'il y a des petits métiers là? On appelle tous ça des métiers. Bon, on dit qu'il n'y a pas de sauts métiers. Il n'y a pas de sauts métiers. Mais quelqu'un qui a un master. Dans le domaine informel, qu'il faut maintenant rendre ça formel, mais il n'y a pas de petits métiers. Quelqu'un qui a un master qui devient cordonnier. Ah, vous jouez ça un petit métier? Petit métier. Il n'y a pas de sauts métiers, il n'y a pas de sauts métiers, mais il y a des petits métiers. Pour avoir un stage, c'est difficile. Avoir un stage? Oui. Moi, il y a des jeunes. J'ai eu l'occasion de les faire rentrer, parce que moi c'est dans le domaine portuaire que j'ai de faire rentrer dans le domaine portuaire pour avoir des stages. D'autres en tant que chauffeur, parce que je suis dans le transport, dans la logistique, en tant que chauffeur. C'est ma contribution. Voilà. Et j'ai un mouvement, un mouvement Le Cœur pour Tékoubé. À travers ce mouvement-là, nous appelons les jeunes à venir déposer les CV. Et après, on va en parler. Vous êtes un peu là. Ah oui, on va en parler. On a encore dit. Ne vous posez pas. Justement, parlons du mouvement. Parce que vous m'avez parlé pas là. Vous posez la question. Je regarde souvent vos émissions, je regarde souvent vos plateformes, vos Facebook. Je vous suis beaucoup. Et comme il a dit, vous avez créé un mouvement. C'est quoi? À Tékoubé. Le nom du mouvement, c'est le cœur pour Tékoubé. Justement, d'accord, pourquoi le nom, le cœur pour Tékoubé? Le nom d'abord. Le cœur pour dire, pour exprimer notre appartenance à la commune, notre amour à la commune. Parce que comme on le dit, ce qui vient du cœur, il est pur, il ne trahit jamais. Voilà. Donc c'est l'amour profond que nous avons pour notre commune à Tékoubé. D'où le cœur pour Tékoubé. D'accord, ok. Et en gros, c'est quoi? C'est un mouvement, c'est quoi? Un parti politique? Non, c'est quoi? C'est une association? C'est un mouvement apolitique. C'est un mouvement apolitique. Et on avait mis ce mouvement en place parce qu'on avait vu beaucoup de défaillances au niveau de la commune. Donc en tant que fils d'Tékoubé, qui avons été exclus de la gestion communale parce que nous ne sommes pas dans les partis politiques. Donc il fallait pour nous se mettre ensemble, travailler de telle sorte à servir notre commune. Voilà, nous avons organisé des dons, nous avons organisé des arbres de Noël, des distributions de kits scolaires. Depuis 2022-2023, nous sommes sur le terrain et nous faisons tout pour être à la disposition de la jeunesse. Nous sommes nouveaux 24. C'est nécessaire, les jeunes nous connaissent et on travaille pour eux. Voilà. Donc en gros, c'est du social. C'est du social. C'est du social pour aider la jeunesse, pour qu'on sente au moins des jeunes qui sont actifs dans le secteur de Tékoubé. Ok, d'accord, c'est compris. Alors, on va progresser. Vous êtes dans le domaine du transit. Je pense que je vais... La logistique et le transport. Et le transport. D'accord, ok. Est-ce qu'à votre niveau, il y a des PME qui arrivent vraiment à s'insérer au niveau de votre secteur d'activité? Les PME, les petites entreprises. D'accord. Parce que les taxes ne sont pas aussi exorbitantes. Avant, la caution douanière était de 20 millions. 20 millions? 20 millions. Après, c'est passé à 50 millions. Donc, ça permettait aux jeunes de pouvoir créer leurs propres entreprises et employer les jeunes frères. Depuis près de 1 à 2 ans, c'est passé à 150 millions. Ça crée beaucoup de chômage. 150 millions? Oui, ça crée beaucoup de chômage dans la zone portuaire. Il y a des amis qui ont été victimes. Avant, on pouvait acheter des voitures en moins de 5 ans. Mais depuis l'avènement du président Ouattara au pouvoir, ça a été supprimé. Les jeunes n'arrivent plus. Avant, quand tu es douanier, tu arrêtes d'acheter une voiture pour te déplacer. Les taxes d'importation ont augmenté. Pour avoir une voiture, tu es obligé de te rabattre chez le concessionnaire. Tout a augmenté. Même les taxes de douane ont augmenté. Le transport a augmenté. Le prix du carburant a augmenté. Mais si le prix du carburant a augmenté, les sociétés de transport ne sont plus obligées de respecter les FEDEMA. FEDEMA, c'est le tarif que l'ensemble des acteurs portuaires se donnent pour pouvoir réglementer le transport en fonction des zones. Parce qu'Abidjan est régi par les zones. Il y a la zone 1,
la zone 2, la zone 3 et les autres zones, c'est-à-dire les communes qui sont aux alentours d'Abidjan, Bégerville, Bassam et autres. Mais pour une personne qui doit livrer un conteneur 40 pieds dans une zone, voyant le prix élevé du carburant, mais il va doubler même le prix. Et ça fait que l'importation réduit. Nos transitaires, ils ferment les portes parce que la caution est élevée. Les jeunes sont au chômage. C'est vrai qu'ils ont dit qu'il y a maintenant 2 terminaux, à savoir Abidjan Terminal, Côte d'Ivoire Terminal, mais ils emploient des personnes qui viennent directement de l'Académie des maires. Alors des jeunes qui ont du BTS, des groupes locaux, n'arrivent pas à s'insérer. Parce qu'on préfère plus prendre des jeunes qui ont fréquenté à l'extérieur, dans les écoles polytechniques, INPHB, comme ça, Académie des maires. Prendre ceux qui sont déjà dans les écoles. Des renoms. Ou bien ceux qui viennent, qui ont fait des études à l'étranger. Alors que ceux qui ont fait des études ici en fonction de leurs moyens. Est-ce que cette politique gouvernementale, est-ce que vous êtes d'accord avec ce système? Moi, je ne suis pas d'accord. J'ai toujours dit que je ne suis pas d'accord. Au Togo, par exemple, on a un taux de douane élevé. Ça fait que tout le monde passe par le Togo pour faire transit. Alors pourquoi en Côte d'Ivoire, on n'arrive pas à réglementer cela? Donc en gros, le marché est mis pour les flux extérieurs. Pour les flux extérieurs qui bénéficient. Exactement. Dans le domaine de l'automobile, ce sont les concessionnaires qui exercent. Les concessionnaires appartiennent aux étrangers, comme on le dit. Il y a quelqu'un qui disait sur un plateau, 80% de l'économie ivoirienne appartient à 60% des étrangers. Mais il faudrait alléger les taux de douane, la caution pour que les jeunes ivoiriens puissent entreprendre. Nous on parlait de l'année de la jeunesse. Mais pour que l'année de la jeunesse puisse être positive, il faut mettre des moyens à disposition. Mais on ne met pas, on nous dit à la télévision l'année de la jeunesse, mais on voit que l'année de la jeunesse. Ah, mais le président a dit 300 milliards. Mais 300 milliards, tu connais quelqu'un qui a eu? Non. Non. Il faudrait qu'on puisse faire une politique positive à la jeunesse ivoirienne. Moi, je suis pour que les jeunes puissent entreprendre. Ceux qui veulent aller en fonction publique, ils partent. Ceux qui veulent en fonction publique, ils partent. Mais ceux qui veulent entreprendre, il faudrait qu'on puisse alléger les tâches à ces jeunes-là. Donc, en gros, le marché devient plus accessible. Plus accessible. Que les jeunes puissent se défendre, entreprendre. Exactement. Je vais revenir à l'entendre. Vous êtes jeune dame. Moi, je vous encourage à faire de la politique parce que ce n'est pas vraiment à voir de nos jours, surtout en Côte d'Ivoire. Un mot pour les jeunes dames. Qu'est-ce que vous pouvez dire en tant que jeune femme pour les encourager à faire de la politique? Pour vous, est-ce que c'est une cause noble? Est-ce qu'il faut encore rester dans les jours à la maison et dire non, rien ne va changer? Il faut rester à la maison. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Surtout chez une femme qui sont encore à la maison, qui disent que non, la politique c'est pas bien. C'est pas pour les femmes. C'est pas pour les femmes. Merci. Bon, je dirais aux jeunes femmes, aux femmes que je suis, de venir à la politique, de ne pas avoir peur, parce que on nous dit souvent que la politique, là, ce sont des menaces. Quand une femme se lève pour faire la politique, on trouve que ce n'est pas sa place. Non, comme le slogan au CNDH, en tant que femme auditrice politique, on dit femme prends ta place. Je pense que c'est le moment. Dieu merci, le gouvernement a voté la loi pour que 30% des femmes puissent soit dans les instances politiques. Donc je pense bien que, comme on le dit, la femme, c'est elle qui fait le ménage, c'est elle qui éduque. Quand on dit aussi qu'elle n'a pas de conseil, ce n'est pas l'homme qui parle, et il a recours à sa femme. Donc si elle aussi, elle à l'Assemblée nationale, elle fait partie du gouvernement, je pense bien qu'elle prendra de bonnes décisions qui pourront faire changer les choses dans notre société. Mais est-ce que c'est pas un refus des femmes elles-mêmes qui refusent de faire de la politique? Non, je ne pense pas. Ce sont des menaces. Elles ont peur. Elles ont peur de quoi? Allez-y, racontez. On vous écoute, il faut parler. Elles sont menacées. Par exemple, je prends un exemple d'une femme auditrice politique avec qui on a été formés cette année, dont je tais le nom. Elle a été menacée, elle allait déposer ses dossiers. Elle appartient à un parti politique qui ne veut pas la soutenir. Elle se lève, elle va déposer ses dossiers en tant que candidate indépendante. Elle reçoit les menaces. Donc pour cela, il y a certaines choses qu'elle n'arrive pas à faire. Elle est dans l'ombre. Donc il y a eu plusieurs cas comme ça. Il y a une autre aussi, en 2021, elle allait déposer ses dossiers et elle a reçu des menaces. Elle est obligée de retirer sa candidature. Donc c'est tout cela qui rentre en ligne de compte.
Et c'est cette peur-là qui fait que ces femmes-là n'osent pas se présenter. Donc je pense bien, j'exhorte encore une fois mes soeurs, mes consoeurs d'oser se présenter, parce que c'est pas que les hommes seulement qu'on doit aussi écouter, c'est pas que les hommes qui doivent apporter le changement, mais nous aussi, en tant que femmes, nous pouvons apporter ce changement-là dans notre communauté, pourquoi pas dans notre nation. D'accord, ok. Une fois élu à l'Assemblée nationale, quelle est la proposition de loi que vous allez proposer? La première proposition de loi. La première proposition de loi, c'est de voter la loi pour réduire les taxes pour nos mamans qui vont, nos jeunes sœurs, nos mamans qui vont dans le marché. Et puis. Réduire les taxes? Oui, les taxes d'impôt, voilà, les taxes d'impôt. Pour le marché? Pour le marché, pour nos mamans battantes. Et puis aussi. Donc vous pensez que les taxes sont assez élevées? Oui, les taxes sont assez élevées. Et puis les places même au marché, c'est assez, le prix est assez élevé. Donc du coup, c'est difficile pour nous, mamans qui se débrouillent. Et puis aussi, voter aussi les lois pour l'insécurité, pour que la sécurité puisse régner dans notre commune à Tekoubé. Parce que quand elles se lèvent pour aller chercher les marchandises, elles sont confrontées à plusieurs aspects, à plusieurs difficultés qu'elles rencontrent, dont l'agression par exemple. Donc il y a tout ça là qu'il faut voter. D'accord, ok. Donc je vais revenir à M. Landry, d'accord. Je pense que c'est la même question, hein. Ouais. Parce que, en tant que député à l'Assemblée nationale, quelle est la première loi que vous allez proposer? Moi, la première loi, c'est la révision sur le code de la nationalité ivoirienne. D'accord, allez-y, Voilà. expliquez-moi. Ça, c'est quelque chose que beaucoup n'aimeraient pas entendre, mais je pense que ce sont des choses qu'on doit. En Côte d'Ivoire, pour avoir la nationalité, soit tu es né des pays de même ivoiriens, soit tu l'acquiers par mariage, soit par naturalisation. Mais aujourd'hui, moi je vis dans une commune où toute la CEDEAO est vraiment regroupée. Des personnes qui ont la nationalité ivoirienne, ils avaient la nationalité A il y a cela 2 ans, et aujourd'hui ils ont la nationalité ivoirienne, sans même avoir fait de demande. Donc il faudrait que la Côte d'Ivoire puisse mettre un mécanisme en place pour pouvoir contrôler le système de nationalité en Côte d'Ivoire. C'est le premier problème. Le deuxième, faire des réformes au niveau des litiges fonciers. Je pense bien qu'avec les chefs coutumiers, Abidjan même comme des députés de la nation, donc toute la Côte d'Ivoire, pour pouvoir trouver une solution vraiment à ce problème de foncier. Donc vous pensez que la corruption a vraiment pris de l'ampleur? La corruption a pris de l'ampleur. Nous voyons un gouvernement où des gens détournent des milliards, ils ne sont pas poursuivis. Mais est-ce que vous avez des chiffres? Non, il ne faut pas inventer. Non, est-ce que vous avez des chiffres? Bon, je n'ai pas approximatif. Pourquoi sérieux? Non, parce que quand vous écoutez le ministre, le DG, Lassine Diaby, qui a détourné des fonds, au fait, est-ce qu'il a été poursuivi? Il n'a pas été. Il a été même regardé. Je crois que le procureur a dit que les procédures judiciaires prennent du temps. Mais lorsque les procédures judiciaires sont en cours, l'individu n'a pas le droit d'être muté à un autre poste. Il a la corruption. Lorsqu'il a la corruption, on peut perdre à la Côte d'Ivoire des milliards. Il faut aussi revoir les taux de douane au niveau du port. Le port, c'est l'économie d'un pays, c'est l'entrée principale du pays. Lorsque le port est vraiment coincé, vous parlez de la ménagère vraiment coincée. Il faut revoir. Il faudrait qu'on puisse prendre des réseaux pour que les Ivoiriens puissent vivre à l'aise. Parce que lorsqu'on a la tête d'un pays, lorsqu'on est député, c'est de défendre la population. Et je pense qu'il a accepté des choses qu'on doit défendre, telles que l'employabilité des jeunes. On dit que les jeunes font 70% de la population en Côte d'Ivoire. Donc il faut revoir. Donc vous pensez que, en gros, si je comprends bien votre analyse, au niveau du port, il faudrait qu'on puisse amorcer tout ce qui est taxes pour que les jeunes puissent vraiment se sentir aisés d'entreprendre dans le secteur. Il faut aussi réduire la Parce que les prix sont vraiment élevés. Il faut laisser les entreprises locales pour qu'ils vraiment s'approprient le marché. Exactement. Parce que nous voulons des champions nationaux. Or, pour avoir les champions nationaux, il y a un processus, il y a une procédure à faire. Il y a un process qu'il faut respecter. Mais lorsqu'on coince tout, on élève la portion douanière de 50 millions à 150 millions, comment est-ce que les jeunes vont entreprendre? Il y a tous ces problèmes-là qu'il faut régler.
Et je salue d'abord le député Assalé Timothée qui mène un bon combat. Et vraiment, ça a été une source d'inspiration pour nous. On nous a engagés pour mener ensemble ce combat, pour que la Côte d'Ivoire soit vraiment un pays où l'Ivoirien se sent à l'aise, l'Ivoirien se sent dans son pays. D'accord, ok. Bon, on va progresser. Alors, si vous devez convaincre la commune d'Atokoubé en termes de gestion de projets pour les jeunes, je pense que concrètement, parce que tout ce que vous avez dit, on a bien compris concrètement, quel est le premier projet que vous allez mettre en place pour aider les jeunes dans la commune d'Atokoubé? C'est quoi le premier projet concrètement? Pour moi, c'est la construction des centres de formation et des foyers de deuxième chance. Ah, c'est urgent? Parce que c'est urgent? C'est urgent. Parce que dans un pays, tout commence par la formation, par l'éducation. Un centre d'éducation civique et un centre de formation de deuxième chance pour les jeunes. Ça me tient vraiment à cœur. Il faut aussi la sécurité, pour que les jeunes puissent vaquer normalement leurs occupations, se sentir en sécurité. Parce que c'est bien de se faire former. Mais vous parlez de sécurité pratiquement depuis le début de l'émission. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de sécurité à Tokoubé. En vous entendre parler, parce qu'on a la gendarmerie, je crois. La gendarmerie existe, non? La gendarmerie, peut-être 10% de la population d'Atokoubé savent c'est tout la gendarmerie d'Atokoubé. C'est juste caché même à la STFMO. Il y a une urgence à Tokoubé. Il y a une urgence au niveau de la sécurité. Comme je l'ai dit, j'ai moi été victime. Nous avons fait des marches en 2019 pour dire à nos autorités que nous sommes fatigués de sécurité. Mais jusqu'à présent, c'est vrai que ça diminue, mais ça persiste. Ça persiste. Il y a des heures qui ne parlent pas. Donc il faudrait que Atokoubé puisse se lever. Atokoubé vraiment, je dis toujours que c'est la commune à venir. C'est la commune du futur. Nous avons des potentiels à Atokoubé. Il faudrait que nous puissions nous mettre ensemble et travailler pour cette commune. Atokoubé, c'est la commune du futur. Atokoubé, c'est la commune d'avenir. Je vous prends à témoin des autres. Vous avez vu, ils ont parlé. Atokoubé, c'est la commune d'avenir. Donc on est sûr qu'au soir du 25, pardon, du 27 décembre, vous serez élu à l'Assemblée. Vous allez porter les voix du peuple, parce que le député, c'est le peuple. Ce n'est pas forcément au niveau d'Atokoubé. Non. Donc vous allez porter des députés de la nation. Députés de la nation. D'accord. Je vais revenir à madame. Je vais revenir. Une autre question. Alors, en tant que femme, vous êtes engagée en politique. Est-ce que vous pensez que le quota de 30% accordé aux femmes, est-ce qu'il est assez aigu ou bien il faut augmenter encore le quota? Ou bien qu'est-ce que vous proposez concrètement au niveau du quota? Merci pour la question. Bon, le quota des 30% des femmes dans le gouvernement, je tiens à remercier d'abord le chef de l'État, mais je profite à cette émission pour plaider, pour faire un plaidoyer auprès du chef de l'État pour qu'il augmente le quota de 30% à 50%. Ah bon? Oui, pour que ça soit une parité, parce que c'est 30%, mais il y a des zones où même les femmes ne sont pas présentées, comme par exemple à Atokoubé. Quand je regarde sur la liste, il n'y a que 2 femmes et puis une autre dame qui se présente. Et quand on prend dans toutes les circonscriptions de ce pays, les femmes sont moindres. Donc du coup, s'il peut augmenter, puis pourquoi pas au niveau du gouvernement, c'est le chef de l'État qui est élu. Les femmes. Attendez. Moi j'écoutais, j'ai l'impression que vous êtes quand même un peu sceptique là. Comment? Non. Mais le président de la République a dit, bon, il y a nous a été voté, 30%, on est d'accord, 30%. Mais vous avez stimulé tout à l'heure que au niveau même cette année, des candidatures, les femmes ne sont pas représentées majoritairement. Elles ne sont pas représentées. Mais est-ce que ce n'est pas les femmes même qui causent le problème? Parce qu'elles même n'atteignent pas les 30%. Et vous voulez encore qu'on vous donne 50%. Moi je suis un peu sceptique. Parce que comme je disais au début. Parce que même si elles n'atteignent pas les 30%. Comme je disais oui. Au début, les femmes ont peur. Il y a cette peur-là. Et puis aussi, il y a le quota aussi qui est moins. Et puis pourquoi je dis que c'est le gouvernement, le chef de l'État qui élit les femmes dans les instances du gouvernement. Parce qu'au niveau du gouvernement, même il y a 13% des femmes qui sont élues
dans le gouvernement. En tant que ministre? En tant que ministre. En tant que ministre. Maintenant, vu que c'est lui qui élu, qui nomme les ministres et autres, pourquoi pas ne pas nommer autant de ministres femmes et puis prendre une moindre partie des femmes et puis nommer plus d'hommes. Donc c'est pourquoi d'où comment on appelle ça, d'où le plaidoyer de la parité dans nos instances, comment on appelle, gouvernementales ou bien. Donc dans la gestion publique, vous souhaitez qu'il y ait le quota de 50%. De 50%, pour que les femmes soient représentées au même niveau, au même titre que les hommes. Ah, comme dans les pays aussi africains, par exemple le Rwanda, le Libéria, qui avait à sa tête Enel Johnson, si je dis bien, voilà, qui est une femme politique, qui était présidente même. Pourquoi pas en Côte d'Ivoire, dans les années à venir, pourquoi pas voter une femme, pourquoi pas une femme présidente à la tête de ce pays. Bon, ça c'est votre souhait, hein? Oui, c'est votre souhait. J'espère qu'on y sera. Okay. On verra ce moment. D'accord, puisqu'on va progresser. Ok, moi je vous souhaite tout le bonheur. J'espère que les 50% seront atteints. On aura une assemblée nationale à parité entière entre les hommes et les femmes. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'aussi au niveau des... je prends le cas des concours de la fonction publique. Est-ce que vous souhaiteriez que ça soit aussi le même cas? C'est-à-dire que pour quelqu'un qui veut participer à un concours, veut s'inscrire à un concours, est-ce que vous pensez que il faut qu'on ait aussi les 50% d'admission? Pourquoi pas? Ouais. C'est la même chose. Que ce soit dans le concours, partout, dans nos institutions, il faut qu'on respecte un bon. Je prends par exemple les ONG, les structures internationales par exemple, et puis les structures locales. Quand ils lancent les postes à pouvoir, ils mettent la candidature féminine encouragée. Donc je pense bien que cela est pris en compte dans toutes nos institutions, dans les concours, comme tu as dit. Je pense bien qu'on va arriver à là dans nos années futures, mais dans les années futures. D'accord, ok. On va parler maintenant de la cherté de la vie. Parce que je pense qu'en tant que député, c'est quand même un moteur. C'est l'élément clé aussi que vous devez aborder parce que les populations se plaignent. La vie est chère. Est-ce que vous allez pouvoir amorcer ce secteur? Est-ce que vous allez proposer des solutions pour réduire le cas de la cherté de la vie? Donc je pense que je vais laisser la parole à M. Landry pour nous parler un peu de son niveau. Qu'est-ce qu'il propose au niveau de la cherté de la vie? D'accord, merci beaucoup Ivan. Et je pense que Je pense que c'est Yann. Yann, pardon, Yann, Ivan. Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc comme je le disais, ma précédente intervention, lorsqu'on demande sur le marché pourquoi la tomate est passée de 100 francs à 200, on nous dit que les taux de douane ont augmenté. C'est pourquoi je dis il faut alléger le taux de douane pour qu'on puisse importer en grande quantité. Parce que quand tu demandes, on te dit le riz, l'importation du riz, le taux de douane peut-être peut valoir 50 millions. C'est quelqu'un qui achète une marchandise à 20 millions qui doit douaner à 50 millions. On voit qu'il est obligé d'augmenter le prix du sac de riz. Il va jamais s'endetter. Ah oui, il va s'endetter. Pour pouvoir s'épanouir. Exactement. Il y a les sociétés que je vais taire le nom qui ont failli à cause des augmentations. Ils sont obligés de licencier le personnel parce qu'ils n'arrivaient plus. Et lorsque le port, comme on dit, le port, c'est la porte d'entrée, c'est l'économie même du pays. Par le port passe tout ce qui est consommé dans le pays, en dehors des produits locaux. Pour vous qui êtes au port, concrètement, les marchés qui sont entourés au port, ce sont les marchés extérieurs ou bien ce sont les PME qui sont les entreprises ivoiriennes qui ont les gros marchés? Bon, ce sont les marchés extérieurs. Parce que quand tu prends par exemple Bolloré, quand tu prends par exemple CMA-CGM, voilà, CMA-CGM, MSC, Maes, nous, la Côte d'Ivoire n'a pas un amateur, on n'a pas de circuit amateur en Côte d'Ivoire. Les amateurs sont les Français, les Italiens, les Français, les Libano-Français, à savoir CMA-CGM, les Italiens, MSC, les Indiens, Maes. Il y a Bolloré aussi, que nous connaissons tous, qui a la compagnie Akas et Grimadi, consort. Mais si on avait nous-mêmes nos navires, je pense bien que le fret c'est le coût du transport maritime, avec moins. On n'arrive pas à sentir, on préfère laisser ce domaine aux étrangers,
Alors que c'est ce domaine-là qui nous permet d'alléger le coût de la vie. Aujourd'hui, on nous parle des tensions entre la Côte d'Ivoire et l'AES. Mais chaque matin, on voit que la marchandise part depuis la Citararaï. Oui, il y a des transitions qui se font. Voilà. Mais si le Burkina qui doit nous appeler en volaille et en bétail, on arrive pas à s'entendre, mais c'est pas le Togo qui vont passer. Et le Togo est le pays qui a le plus bas taux de douane en Afrique. Raison pour laquelle tout le monde passe par le Togo. Ils sont accessibles. Voilà. Aujourd'hui, il y a des transporteurs locaux qui sont là, ils sont obligés, ou même des entrepreneurs qui sont obligés de faire passer leur marchandise, faire un transportement depuis le Togo, mettre dans les camions pour faire le transit par route. Il y a tout ça. Au Togo, tout est moins cher. La vie n'est pas aussi chère. Mais en Côte d'Ivoire, pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas? On dit que nous sommes une grande Côte d'Ivoire. Pour la grande Côte d'Ivoire, mais pour la grande Côte d'Ivoire passe d'abord par alléger d'abord. Non, mais c'est la vision du président de la grande Côte d'Ivoire. Donc on est en route. Donc ne soyez pas peut-être aussi exaspérés quand vous croyez que le président ne travaille pas. Bon, on nous a parlé de l'émergence. On n'a pas le résultat de l'émergence. On nous a parlé des solutions. Des solutions où le prix carburant est à 700 francs, 500 francs. Aujourd'hui, où nous avons la solution, c'est passé à 850, soit même pas 800. Où le sac de riz qui était à 12 500 est passé à 22 000. Mais d'accord, on a laissé la solution au lieu de la Grande Côte d'Ivoire. Donc la Grande Côte d'Ivoire, ça va passer, le sac de riz qui était à 12 000 va passer à 22 000. Mais à un moment donné, il faudrait qu'on puisse travailler pour les Ivoiriens et non pour des personnes qui sont à la tête de l'État, qui détournent des fonds et qui s'enrichissent. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons deux classes, il faut le dire ouvertement. Il y a ceux qui sont en haut, qui s'enrichissent, il y a le peuple qui est en bas, qui souffre. Et nous sommes là pour défendre ce peuple-là qui souffre. Donc la part des bourgeois se prennent tous les milliards, et puis les prolétaires sont dans le bain. Ils sont dans le bain. Parce que je le dis, moi je parle du domaine que je connais. Vous affirmez, hein? Je l'affirme. Écoute là. Je l'affirme, mais devant Regardez la caméra. Je l'affirme. Nos autorités, les enfants ne fréquentent pas les écoles publiques en Côte d'Ivoire. À Tekoubé, au niveau de l'éducation, si vous me le permettez. Nos autorités, répétez la phrase là. Oui, les enfants de nos autorités ne fréquentent pas les écoles publiques en Côte d'Ivoire. À Tekoubé, nous avons une école qu'on appelle une municipalité, où lorsqu'il pleut, les enfants sont obligés de prendre du seau pour évacuer l'eau. Ah bon? Oui, l'école est juste derrière ici. C'est même passé à la RTI. Nous avons demandé à la mairie de nous accorder l'autorisation pour juste mettre la peinture sur les écoles. Mais ça c'est grave ça. Mais la mairie ne nous a jamais autorisé. À Tekoubé, si vous voulez, on prend un jour, vous allez faire le reportage chez Tekoubé, on va se promener, il y a l'école à Lokodjo, l'école même de l'EPP Lagune, où même j'habitais près de l'école. Lorsqu'il pleut, c'est une piscine naturelle, même c'est tout dans l'école. Les murs sont les murs cassés. L'école qui vient juste à côté du cimetière à Bourdoulet. Mais il y a urgence là. Mais il y a urgence dans la commune. Wow. Notre candidature est une candidature d'urgence. De faire changer les choses dans la commune. Raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Ah mais il y a urgence à Tekoubé, franchement à vous entendre. Franchement avec les élèves, parce que l'éducation quand même c'est le moteur. Hein. C'est le moteur d'une nation. Alors c'est sur le domaine de l'éducation, parce que c'est quand même un très bon sujet qu'il faut aborder. Par rapport au curricula de formation, qu'est-ce que vous comprenez? Est-ce que les modules de formation qu'on donne encore avec les étudiants, avec le collège, voilà, est-ce que c'est pas aussi le frein? C'est pas ce qui fait que les jeunes n'arrivent pas à s'insérer, ou il faut quand même les éradiquer, qu'on ait un nouveau curriculum qui est adapté à la pratique? Voilà, donc je vous écoute concrètement. D'accord, merci beaucoup. Moi je pense que le curriculum doit être conforme. Parce que c'est à ce qui nous attend en entreprise. Moi j'ai eu la chance de faire le lycée classique d'Abidjan, qui a été formé, c'est vrai, j'ai fait tout mon parcours scolaire en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais fréquenté à l'étranger. Donc, lorsque tu arrives en entreprise, tu as l'impression que c'est maintenant que tu vas te former. Ou avant, quand tu étais au CP au primaire, tu arrivais à faire une lettre correcte. Aujourd'hui, nos petits frères, même en 6e, n'arrivent pas à faire une lecture. Il faut revoir. Une phrase correcte sur le sujet verbe complément. Complément n'arrive pas à le faire. Tu vas prendre un élève de CE2, tu lui poses cette question, il ne pourra pas. Alors qu'à notre temps, Madame joue à la balle. Mais est-ce que ça c'est le cas des élèves? Peut-être que ça c'est. Peut-être que c'est pas la formation. Peut-être que ça c'est la formation. Je pense qu'il faut une réforme au niveau même du recrutement des enseignants. Au niveau des enseignants. Parce que c'est l'enseignant qui donne la formation. Il faut revoir. Il faut revoir comment? Soyez concret. Il faut revoir le contenu de l'enseignement. Le contenu de l'enseignement.
Parce que lorsqu'on recule, Est-ce qu'il faut ramener aussi au niveau du bac, c'est-à-dire que le critère d'adhésion pour être enseignant ou bien il faut. oui, pour moi, pour moi, il faut ramener au bac. Il faut ramener Il faut ramener au bac parce qu'on connaît, nous savons tous le niveau de l'éducation en Côte d'Ivoire. Donc, lorsqu'on veut prendre des personnes pour pouvoir enseigner nos petits frères, il faudra prendre des personnes qui ont un niveau au minimum de bac. Donc, dès que vous serez à l'Assemblée nationale, vous allez opter pour, vous allez tout faire pour que ça soit installé. Il a des matières, pour moi, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Il y a des personnes, par exemple, qui fait la 6e à la terminale, il n'apprend même pas ce que c'est que la logistique. Mais lorsqu'il est obligé de faire que 2 ans, premier le BTS, après le BTS, il arrive en entreprise. Il est obligé de se former. Mais pourquoi ne pas apprendre cette pratique-là au niveau. Moi, je pense que les matières que nous enseignons après le BTS, il faut les ramener au collège. Un peu comme le lycée technique. Je suis pour qu'on puisse adapter les formations, l'enseignement du lycée technique aux autres lycées pour que les enfants, depuis même le bas âge, puissent. Et il y a les matières, il ne faut pas se charger sur les enfants. Un enfant qui est en série A, qui fait des mathématiques, ou d'autres filières même qui ne vont pas les servir demain, il faut alléger les enfants, il faut aller à l'essentiel, à la pratique, que l'enfant puisse être formé et lorsqu'il est en entreprise, il puisse être. Bon, en termes de chiffres, combien de pourcents de pratique et théorie? 30% de théorie? Pour moi, 30% de théorie, 70% de pratique. Parce qu'en entreprise, c'est la pratique. Faisons un peu comme la Chine. La Chine font théorie pratique. Lorsqu'ils arrivent devant, ils sont bien formés. 30% de théorie, 70% de pratique. Pour moi, c'est la meilleure méthode. Et je vais même militer pour que les services militaires puissent revenir en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut du civisme dans notre pays. Il faut que nos jeunes puissent comprendre le sens du civisme en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les jeunes peuvent passer des bains de concentration de l'hymne national et ne s'arrêtent pas. Oui, il faut que le service militaire revienne en Côte d'Ivoire. Pour que nos jeunes puissent savoir qu'une nation, ça se bâtit. Ça se bâtit depuis la cas des CPE pour arriver en terminale. Lorsque l'éducation est portée dans une nation, ils vont s'y aller. Donc il faudrait que les jeunes comprennent le sens de la République. Le sens de la République. Il faudrait qu'on fasse comme un peu le pays comme la Chine, pour mettre depuis le bas âge déjà. Ah mais on ne va pas tout copier sur la Chine. Non, on ne va pas tout copier, mais au moins quand tu veux copier, il faut copier ce qui est bon. Mais on ne va pas tout copier quand même. On ne va pas tout copier. Il faudrait que nous puissions faire des choses à nous-mêmes. Voilà. Et je pense que l'État doit soutenir aussi des champions. Ok, justement, on allait en venir là. Et j'allais poser la question à madame. Parlons de financement maintenant, financement du projet. Moi j'aime beaucoup parler des jeunes, parce que vous êtes jeunes, l'avenir appartient à la jeunesse. Et c'est nous qui sommes l'avenir de ce pays. Alors, madame, je vais pouvoir revenir sur le cas de financement du projet des jeunes. Est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, les jeunes sont financés? Parce que comme je me dis, vous êtes député de la nation, vous n'êtes pas député d'une circonscription. Qu'est-ce que vous dites concrètement au niveau des financements des jeunes? Est-ce que les jeunes sont financés concrètement pour leurs projets? Est-ce qu'il y a un frein? Pourquoi est-ce que ça ne va pas? Donc, je vous écoute. Bon, depuis je suis à Tékoubé, comme je l'ai dit auparavant, je suis née à Tékoubé, je suis fille à Tékoubé. J'ai jamais reçu ou bien j'ai jamais eu l'opportunité d'être financée par le maire ou bien par la mairie, comme par exemple la mairie de Yopougon. Non mais attendez, il y a eu la foi de la jeunesse là. Il y a eu la foi de la jeunesse, c'est passé à Trècheville. Que c'est passé à Trècheville. Oui, à Trècheville. Et le ministre, je crois qu'il y a eu des différents standards où les gens sont allés présenter leur projet et les gens étaient financés. Donc automatiquement, si vous partez avec votre projet, je pense que vous allez vous financer. Non, mais ce n'est pas lors des fois qu'il faut solliciter, qu'il faut faire cela. D'abord, il faut déjà intégrer cela dans notre communauté, c'est-à-dire ça doit être un projet que la mairie doit mettre en place au niveau de sa mairie, pour pouvoir financer, pouvoir accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat. Oui, je vous écoute. D'accord, donc en gros,
au niveau de la mairie d'Atekoubé, il n'y a pas de structure pour les jeunes, pour les financements de projets. Bon, moi, je n'ai pas encore entendu, je n'ai pas encore vu cela. Ah, mais il faut vérifier. Vous êtes en plein député, il faut vérifier. Non, je ne sais pas. Réellement, je ne sais pas s'il y a un Parce que si vous affirmez des choses, puis c'est déjà vérifié. Vous avez dans le problème, il faut vérifier. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, sinon je l'aurais appris. Donc, d'abord, quand je serai élu, comme on le dit, député de la nation, pas député de ma communauté, et je vais voter cette loi-là pour que ça soit intégré dans le programme de la mairie pour aider les jeunes sœurs et les jeunes frères de ma communauté. Pourquoi pas du communauté? D'accord. Donc, c'est la même question. Hein. D'accord. Merci beaucoup. Ivan? Yann. Ok. D'accord. D'accord. Pour moi, il faut rapprocher les centres d'emploi jeune de la communauté. Le centre d'emploi jeune à Atekoubé, je crois que c'était écrit autour de 2018-2019. Parce que même 2019, oui. Donc auparavant, il n'y avait pas de centre. Il n'y avait pas de centre. Parce que même lorsqu'on devrait faire, j'ai même fait les documents pour avoir le permis. Quand ils avaient lancé le permis jeune, je crois que comment on appelle ce programme-là que j'ai oublié, j'ai moi-même enseigné, j'ai moi-même postulé, mais malheureusement, je n'ai pas été retenu. Et je pense bien que, comme la Constitution l'a dit, il ne faut pas attendre le froid pour pouvoir financer. En Côte d'Ivoire, on finance ceux qui sont déjà à un niveau. On a vu l'histoire des Dougoutiri, qui est sorti de nulle part. Par un buzz, il a été financé. Aujourd'hui, il n'y a pas de bilan. On ne sait pas où ce troisième parti. Alors qu'il y a des jeunes qui sont là, qui ont vu que le terre des finances, finance ce projet, ils sont là. À Atekoubé, je le dis ouvertement, je n'ai jamais vu, et je peux l'affirmer, je mets quiconque au défi, je n'ai jamais vu un jeune dire, parce qu'à Atekoubé, c'est une commune, famille, nous connaissons tous, dire que j'ai été financé par la mairie. Il n'y a pas ça à Atekoubé. Nos moments au marché, pareil, personne n'est financé, c'est par les propres moyens. Et je pense bien qu'il faudrait que, en Côte d'Ivoire, les centres d'emploi jeunes et financement puissent se rapprocher de la population. Ce n'est pas la population d'aller vers ces centres-là. Parce que l'État travaille pour la population. Ce n'est pas la population qui travaille pour l'État, mais c'est le contraire. Donc c'est l'État qui doit venir vers cette population-là pour pouvoir les proposer. Mais ce n'est pas aux jeunes d'aller chercher l'opportunité. Vous ne pensez pas que ce n'est pas aux jeunes d'aller chercher l'opportunité? C'est ce que vous dites, chercher l'opportunité. Comme je l'ai dit, l'État travaille pour le peuple. Donc, c'est à l'État de mettre les moyens à disposition pour rapprocher les centres d'emploi jeunes de la population. Eh bien, l'État ne pourra pas embaucher. Imaginons, moi, mon village, l'État peut embaucher tout le monde. Bon, mon village partenaire, Gambolier, qui se situe entre Gagnois et Lakota, pour avoir une agence d'emploi jeune, ils sont obligés de se rendre à Lakota à 14 km. Vous voyez que c'est vraiment un parcours de combattant. Ça décourage ces jeunes. Et lorsque 50 jeunes vont postuler, qui vont recruter seulement que 2 jeunes par affinité, vous voyez que ça va décourager les jeunes. Pour moi, il y a une crise de confiance entre les jeunes et le ministère de la jeunesse au niveau des financements des projets. Il y a une crise de confiance. Parce que déjà, quand tu dis l'année de la jeunesse, quand le ministre passe sur les plateaux, il parle de l'année de la jeunesse, on ne voit rien, déjà, c'est une crise de confiance. Donc il faudrait que l'État puisse mettre les jeunes en confiance. Non, mais on voit, je vous arrête par un instant, on n'y voit rien. Le ministre a fait son bilan, il a quand même donné, il y a eu tel nombre de constructions, il y a des centres qui ont été construits, il y a des nombres, il y a des petits qui ont été embauchés, il y a eu des chiffres. Non, mais nous parlons actuellement. Non, mais quand vous dites le ministre, non, je parle dans le sens du financement des projets. Mais les projets ont été financés aussi. Le ministre a fait son bilan. Le ministre a fait. Bon, moi je parle même de ma commune. À Atekoubé, nous avons un groupe sur tous les jeunes se retrouvent. Nous connaissons tous, nous avons tous grandi ensemble. Comme je l'ai dit, même lorsque j'ai annoncé ma première réunion, j'ai annoncé avec l'amicale des anciens de l'école Le Petit Poussé et le Cocole Madou, que j'ai fréquenté en 2005-2006. Nous sommes tous là, nous nous voyons au quotidien. Nous parlons tous les jours. Donc, nous connaissons tous les réalités de notre commune. Si les jeunes ont décidé que je sois leurs représentants, c'est parce que nous connaissons les réalités, nous donnons les réalités au quotidien. Donc, c'est sûr que les jeunes vous écoutent, les jeunes sont avec vous. Exactement. Non, mais j'ai suivi un peu vos différents parcours. Voilà.
vos réunions, je sens que les jeunes sont avec vous. Je pense qu'avec votre projet, voilà, vous allez vraiment, ça va vibrer à l'Assemblée nationale. Parce qu'avec cette frange-là, tous les jeunes que je vois aussi qui sont déjà prêts à s'engager, je pense qu'on aura quand même une hémicycle assez vibrante, passionnante, avec beaucoup de débats politiques. Et vous êtes d'accord aussi avec le fait que l'idée de Nora Timogo qui a émis l'idée que les débats parlementaires soient diffusés à la RTI en direct lorsqu'on fait les débats. Est-ce que vous êtes d'accord aussi avec ce fait? Pour que la population puisse voir aussi ce qu'on fait dans l'Assemblée nationale, qui sont vraiment les vrais députés, qui sont ceux qui sont là juste par affinité. Est-ce que vous êtes d'accord avec? Je vais demander à madame. Oui, je suis tout à fait d'accord parce que... Répondez. Moi, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis... Regardez la caméra et puis vous... D'accord, je suis tout à fait d'accord avec l'idée de Assalé Timoko, président de ADCI, aujourd'hui et demain la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que ça demande transparence au niveau de notre nation et puis aussi, ça va aussi emmener les députés ou les honorables que nous sommes ou bien nous serons plus tard à pouvoir prendre de bonnes décisions à l'hémicycle. Je vais poser la question également à un candidat dans mon podcast. Je vais vous poser la même question également. Parce que très souvent on a l'habitude de voir les indépendants, surtout les indépendants, quand ils décident d'être indépendants, une fois élus, quand ils ont tous les moyens à leur porter, pendant le quinquennat, on ne les voit plus. Et le pays même, c'est qu'il y a quand même qui vont s'adouber à des partis politiques, justement dans le but d'avoir certains avantages au sein du parti pour pouvoir. Est-ce que vous, ça ne serait pas le cas? Parce que le peuple vous prend un témoin. Vous êtes à la caméra et vous allez parler, le peuple prend un témoin. Est-ce que vous êtes sûr qu'au soir du 27, si je ne me trompe pas, du 27 décembre, vous allez respecter vos engagements vis-à-vis du peuple de Côte d'Ivoire, parce que vous êtes député de la nation. Est-ce que vous allez rester député indépendant et lutter pour que la population soit dans de bonnes conditions et vos lois dont vous avez proposé soient vraiment égayées, pour qu'on puisse avoir des lois vraiment assez éclairées pour les jeunes et pour la société en général? Donc je vous écoute, vous avez la parole. Je vais commencer avec M. Gondry. D'accord, M. Yann, c'est quoi, c'est trompé? D'accord, allez-y. D'accord. Moi, comme je l'ai dit, lorsqu'on va à l'Assemblée nationale, c'est pour défendre le peuple et non défendre les partis politiques. Nous avons décidé d'aller en indépendance parce qu'on pouvait bien, peut-être, on a été sollicité par les partis politiques. Nous avons voulu aller en indépendance pour ne pas être comme un envoyé des partis politiques. Vous avez été sollicité? Nous avons été sollicités. Mais nous avons décidé d'aller indépendant. Parce que pour nous, être indépendants, nous sommes libres de nos mouvements. Nous ne partons pas pour défendre un parti politique. Et nous l'avons dit à la population d'Atekoubé, nous serons élus indépendants. Nous allons mener le combat en indépendant et nous allons toujours rester indépendants. Durant le quinquennat? Durant le quinquennat. Parce que pour nous, être indépendant, c'est un privilège pour nous de défendre le peuple. Parce que quand tu es dans un parti politique, tu es obligé de suivre la ligne du parti politique. Alors quand tu es indépendant, tu es libre comme l'honorable Assalé Timoko. Il est libre d'apporter des solutions, de critiquer. Or, quand tu es dans un parti politique, nous connaissons tous un peu les partis politiques, tu es obligé de suivre la ligne directrice du parti politique. Je suis indépendant, je vais être élu indépendant au soir du 27 et je vais toujours rester indépendant pour défendre mon peuple. D'accord, la même question pour vous. Pareil, je reste indépendant, comme il a dit, et je pense bien que quand nous serons élus indépendants, nous ne serons pas contraignants par rapport aux autres partis, parce que la chance pour nous, c'est que nous ne faisons pas partie d'un parti politique qui va nous étouffer avec ses choix. Donc je reste indépendant jusqu'à la fin de mon mandat. D'accord, ok. Alors, il y a un sujet qui est quand même assez intéressant au niveau de notre pays, surtout au niveau des jeunes. Je vais prendre le cas des étudiants. Voilà. Quand même d'autres se plaignent, voilà, ils disent qu'ils ne sont pas quand même dans de bonnes conditions. Nos établissements universitaires sont plus attrayants. Voilà. Qu'est-ce que vous proposez au niveau des étudiants concrètement? Est-ce que vous allez redynamiser le secteur, que les jeunes vraiment puissent être dans de bonnes conditions au niveau des étudiants concrètement? Je vais prendre le cas avec madame. Allez-y.
Bon, comme on a toujours dit depuis le début, être député, c'est pas être député de ta communauté, c'est être député de la nation. C'est de voter des lois pour que, au sein du gouvernement. Des lois, quelle proposition de loi concrètement? Bon, soyez concret, allez-y. Pour rendre l'université attrayante, comme tu l'as dit, par le ministre de. Le ministre de l'enseignement supérieur. Voilà, de l'enseignement supérieur. Et puis de renforcer aussi l'enseignement au niveau des étudiants. C'est vrai que lorsque le cadre est beau, c'est vrai, mais il faut aussi être aussi intelligent, il faut étudier pour pouvoir être l'exemple ou bien un modèle de demain, et pourquoi pas aussi être aussi là où nous sommes. Donc c'est de voter ces lois-là pour que le ministre de l'éducation supérieure puisse faire changer les choses au niveau de l'université et aussi au niveau des universités publiques comme privées aussi pour nos étudiants qui sont actuellement en train d'étudier. D'accord. Je pense qu'on va progresser. Monsieur Landry, au niveau des étudiants, parlons de je prends des administrations. L'INPHP qu'on connaît au niveau de Yamoussoukro est assez attrayant. On sent que les jeunes ont envie d'aller là-bas. Mais quand on dit un jeune là-bas, l'université, il faut comme vous parlez peut-être de Gogo, mais de tout, que non, que là-bas c'est le chaos. Est-ce que vous ne pensez pas que les coûts financiers qui sont attribués au niveau de l'INPHP sont beaucoup plus justes, équilibrés, et les moyens financiers qui sont attribués dans nos universités publiques qu'on connaît ne sont pas aussi équilibrés? C'est à moindrer, ce qui fait que les jeunes automatiquement préfèrent aller se ressourcer dans les universités, peut-être dans les universités privées qui ont aussi ces moyens au niveau international. Qu'est-ce que vous proposez à ce moment? Est-ce qu'il n'y a pas quand même une certaine défaillance entre les universités? Il y a des universités privilèges, et puis il y a d'autres non pas. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce moment? D'accord, merci beaucoup. Et j'ai eu la chance de faire l'université publique de Côte d'Ivoire. D'abord, j'ai été orienté à l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. Et vous êtes la première pour moi? La première pour 2016. Okay. Voilà. Donc, l'université virtuelle a été créée par manque de place, comme on le dit, dans nos universités publiques. Donc, l'université virtuelle est venue juste pour faire le cours à distance. Mais après des années, nous n'avons pas encore eu de bilan. Est-ce que les jeunes qui ont été formés à distance ont pu intégrer le domaine professionnel? Il y a ça aussi qu'il faut faire. Et je pense bien qu'au niveau des moyens ou des fonds qu'on met à la disposition des universités publiques, telles que l'INHB, l'université Félix Boigny ou l'université d'Abogo, je pense bien que c'est une question de gestion de ceux qui sont à la tête. Au départ, on mettait la faute sur la FESI. Pour lui, c'est parce que la FESI règne en maître absolu dans nos universités que les universités n'avancent pas. Mais depuis le départ de la FESI, quel est le bilan? Il faut se voir. Pour moi, comme je l'ai dit, l'éducation est la base du développement, de la réussite d'une nation. Il faut mettre les moyens efficaces dans pour le développement. À l'université de Cocody, par exemple, pour ceux qui font la vie chimie, un étudiant peut faire au moins 5 ans en licence. Ah bon? Oui, j'ai des amis qui sont en sciences naturelles, mais en sciences physiques, ou même il y a manque de professeurs, ou le professeur même qui doit même valider le passage, il n'est pas là. Il faudrait qu'on puisse prendre l'éducation en Côte d'Ivoire au sud. Si nous n'arrivons pas à contrôler l'éducation en Côte d'Ivoire, nous risquons de rater le développement de notre pays. Comme je l'ai dit, même que ce soit du primaire, aujourd'hui on parle du secondaire, il faudrait que nos étudiants puissent être à l'aise. Comme je dis, j'ai été étudiant. Un étudiant qui quitte à Port-Boué pour aller à Cocody, il faut rapprocher même, je dirais même, il faut rapprocher même l'université. Pourquoi pas l'université à Cocody? Parce que pendant Yopougon, c'est la plus grande commune d'Abidjan. Les élèves, le nombre de peut-être 50%, même 40% des étudiants à l'université Cocody à Djamé quittent à Yopougon. Pourquoi ne pas rapprocher? Et aussi, faire une parité au niveau des universités sur le territoire national. Il y a l'université de Bondoukou
qui en est comme à l'Université de Mans. Abidjan et Boaké, nous faisons la médecine. Pourquoi ne pas éclater un peu partout? Voilà, pour que les étudiants puissent être plus proches de l'université. Je pense que ça va les permettre aussi le truc. Avant, on appelait l'université à Boadjamé Kosovo parce qu'il n'y a pas de dortoir pour les étudiants. Ah bon? Il n'y a pas de dortoir pour les étudiants. Il y a eu même un reportage qui a été fait où les étudiants dorment dans les amphithéâtres. Ah bon? Oui. La cité universitaire d'Abouadjamé, c'est celle qui est devenue maintenant la CRS. Avant c'était la CRS, au niveau des Williams civils. Mais depuis la crise électorale, les étudiants sont obligés de rester dans les amphis au niveau d'Abouadjamé. Il n'y a pas de dortoir. À Abouadjamé, les étudiants sont obligés de dormir dans les amphithéâtres. Cocody, on nous dit qu'ils ont réglé le problème avec la FECI. Mais depuis près de, dans 2 ans, est-ce qu'il y a un bilan qui est fait après le départ de la FECI? La même FECI qu'ils ont pourchassé, la même FECI qui veulent manipuler pour des calculs politiques. Il faudrait que le système d'éducation soit vraiment respecté, respectable, donner un cadre de vie meilleur, un cadre d'apprentissage meilleur pour que nos étudiants puissent apprendre. Parce que les leaders de demain sortent de ces écoles. D'accord. Merci à vous, monsieur Pajot. On va progresser. Alors, madame, c'est quoi votre vision pour la Côte d'Ivoire? C'est quoi votre vision pour la Côte d'Ivoire? En tant que députée, c'est quoi votre vision? Ma vision pour la Côte d'Ivoire, c'est de voir une Côte d'Ivoire où il n'y a pas de cherté de la vie, où les coûts des denrées alimentaires sont baissés. Les Ivoiriens vous écoutent. Donc, allez à haute voix, parce que les Ivoiriens vous écoutent. Ça, c'est très important. C'est de voir une Côte d'Ivoire où les coûts des denrées alimentaires ne sont pas chers, sont à moins de coûts. Et aussi, c'est de voir une Côte d'Ivoire développée. Quand on parle du développement, ce n'est pas que seulement les infrastructures routières, ni les ponts, mais c'est de voir aussi les quartiers précaires changer, prendre une autre forme, soit bien vus. C'est de voir aussi une Côte d'Ivoire où un djoula, soit un djoula ou un maliké, comme on le dit, un gourou, un baoulé, un sénifo, tagbano, un koumen, si je le prononce si bien, soit unis, une Côte d'Ivoire unie dans les années prochaines. Donc vous pensez qu'actuellement les Ivoiriens ne sont pas unis? Je pense, bon, pas dans le fond, je ne sais pas, même dans la forme, même, je ne pense pas, je ne vois pas une cohésion sociale au niveau des Ivoiriens, du peuple ivoirien que nous sommes. Je ne trouve pas. Donc c'est ma vision. Ok, monsieur Landry, c'est la même question. D'accord, merci. Moi, ma vision, c'est de voir une Côte d'Ivoire souveraine. Voilà, une Côte d'Ivoire où nous considérons les relations humaines au-dessus de la politique. Parce qu'il faut dire, depuis 30 ans, la politique a divisé les Ivoiriens. Il faut avoir le courage de le dire. La politique nous a rendu méfiants les uns envers les autres. Il faut une Côte d'Ivoire où, comme je l'ai dit, la vraie politique n'a pas été appliquée. Il faudrait que nous soyons dans une Côte d'Ivoire où on voit plus l'intérêt de la nation que l'intérêt politique. Une Côte d'Ivoire où la cherté de la vie baisse par les réformes au niveau du port, le financement de nos champions nationaux, le financement de nos agriculteurs, de nos planteurs, pour que nous soyons autosuffisants dans certains produits alimentaires, pour que la Côte d'Ivoire puisse être un grand pays, voilà, une grande nation. Et pour avoir une grande nation, il faut tout ça. Une grande nation, ce n'est pas seulement les ponts. Une grande nation, c'est lorsqu'il y a la cohésion sociale, le pays est souverain, où l'éducation est au bon niveau, où la sécurité est réelle. D'accord, on va terminer là. Je vais demander à madame, c'est quoi votre mot de fin? D'abord, je tiens à vous dire merci à monsieur Yann Koné. Yann Koné, ok. Je tiens à vous dire merci pour cette émission. Pour mon mot de fin. Parce que les Ivoiriens vous écoutent, le mot de fin. Oui, mon mot de fin là, je ne serai pas trop long. Je dirais simplement au peuple
ivoiriens ou bien soit à ma communauté, la communauté la Tékoubé, de sortir le jour du 27, de remplir d'envahir le scrutin et nous voter. Merci. D'accord. Monsieur Landry Kwadjo, si on souhaite, en tout cas, moi je souhaite qu'il soit élu au soir du 27, peut-être jeune, je suis jeune, et moi j'aime les jeunes, soit élu au soir du 27 décembre. En une seule phrase, bon, en un mot, qu'est-ce que vous pouvez dire à la nation et aussi également à la commune d'Atekoubé pour que vraiment cette commune-là, les jeunes puissent sortir massivement pour voter le 27. D'accord, merci beaucoup. Merci, chers frères et amis, d'avoir effectué le déplacement dans notre très belle commune d'Atekoubé. Et ce que je peux dire aux Ivoiriens, au soir du 27 décembre, ne votez pas l'argent, votez le projet, votez les députés qui peuvent vous défendre. À la commune d'Atekoubé, ils savent déjà, je l'ai dit, votez un député qui va porter le changement. La commune d'Atekoubé a souffert depuis des années avec les mêmes têtes. Votez des personnes capables que vous connaissez, qui connaissent vos réalités, pour que notre commune puisse prendre le devant, pour qu'on puisse aller de l'avant et développer cette commune. D'accord, merci à vous. Merci à nos internautes. Merci d'avoir pu suivre notre émission. C'était l'émission du Rendez-vous des champions. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, le mercredi prochain, pour une nouvelle émission. Allez, à bientôt. Bonne soirée à tous.